Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand souhaitait rendre hommage à deux femmes pour commencer cette émission sur Europe 1. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Julia, bonjour à tous. À trois femmes en vérité qui sont l'âme de nos rendez-vous au cœur de l'histoire. Lorena Martin qui tire dans l'ombre toutes les ficelles de cette émission avec un sourire que nos invités n'oublient plus une fois qu'ils l'ont vu. Marion Sauveur qui prépare les interviews avec douceur et avec efficacité. Et puis vous, chère Julia, dont la voix est, j'en suis bien conscient, l'atout maître de cette émission. Que serions-nous sans vous trois, je vous le demande? Eh bien, je vous embrasse. Alors, cette semaine spéciale que nous consacrons au mystère de l'histoire, nous l'avions commencé en parlant de Louis XVII. Nous la terminons en évoquant sa grande sœur. En effet, la boucle est bouclée, comme on dit. Madame Royale, la sœur aînée de l'enfant du Temple, et qui, si l'on en croit la version officielle, est la seule survivante de cette prison du Temple, Marie-Thérèse de France est elle aussi au cœur d'une grande énigme historique, l'énigme de la comtesse des Ténèbres, sur laquelle nous allons donc nous pencher aujourd'hui. Et vous avez invité pour en parler deux experts de la question. Oui. Nos auditeurs connaissent bien Jean-Christian Petit-Fils, auteur de magnifiques biographies, mais aussi d'ouvrages consacrés à un certain nombre d'énigmes historiques. L'affaire des poisons, le masque. L'affaire des poisons vient de ressortir en Tempus d'ailleurs. Le masque de fer, la mort d'Henri IV, bien entendu. Quant à Michèle Lorrain, elle préside et elle a fondé d'abord l'association Marie-Antoinette et elle se passionne depuis toujours pour cette affaire nébuleuse de la comtesse des Ténèbres. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois avouer que bien avant de connaître cette histoire de comtesse des Ténèbres, je me suis souvent interrogé sur l'attitude et le comportement de la duchesse d'Angoulême au moment de la Restauration et même plus tard jusque dans l'exil auprès du roi Charles X déchu. Comment, me suis-je souvent demandé, comment cette jeune femme effacée, fille survivante de Louis XVI et de Marie-Antoinette et qui avait épousé son cousin Germain le duc d'Angoulême, on va y revenir, comment cette femme meurtrie par tant d'années de captivité et d'angoisse a-t-elle pu devenir cette princesse impérieuse, hautaine, hermétique de la cour des Tuileries et du château de Frosdorf? Je me suis sincèrement posé la question et forcément quand j'ai découvert au cours d'un voyage en Allemagne cette incroyable énigme et l'explication qu'elle propose, je vous avoue que je l'ai d'abord accueillie avec beaucoup d'intérêt et de bienveillance. Alors, depuis, je suis devenu plus sceptique. Évidemment, on va essayer aujourd'hui avec des points de vue qui, d'ailleurs, vous allez voir, sont différents, d'y voir un peu plus clair. Quelle est-elle cette énigme? Eh bien voici, nous sommes en février 1807, lorsque Madame Weber, qui est la propriétaire de l'hôtel à la cour d'Angleterre, à Hildburghausen, on est vraiment en plein cœur de l'Allemagne, à mi-chemin de Francfort et Leipzig, si vous voulez. On est tout près de Cobourg, tout simplement. Quand cette Madame Weber reçoit l'ordre de réserver tout le deuxième étage de son hôtel pour deux étrangers de haut rang. Et voilà que dans la nuit du 7 février 1807, à peu près sur les coups de minuit, arrive une luxueuse berline qui s'arrête devant cet hôtel, un homme en descend, un homme belle prestance, et il donne la main à une voyageuse, à une femme qui en descend entièrement voilée. Ah, ça commence, le mystère. Pendant 6 mois, le mystérieux voyageur et sa compagne, voilée, vont rester parfaitement invisibles. Lui reçoit des lettres au nom du comte Wavel de Versay. Quant à sa compagne, si je puis dire, quant à sa compagne de voyage en tout cas, elle n'en reçoit jamais aucune et on ne la voit pas. Et on ne voit jamais son visage derrière les voiles qu'elle porte. Après 6 mois de séjour dans cet hôtel à la cour d'Angleterre, le couple mystérieux va s'installer définitivement au château d'Eishausen, qui n'est pas très loin de la frontière du duché de Cobourg. On est donc tout près encore d'Hildburghausen. Et à partir de là, on peut dire que la vie sociale de ces deux personnes devient vraiment très ténue. Chaque jour, le couple fait une courte promenade. Une domestique, elle s'appelle Madame Schmidt, ouvre les portes, mais elle a ordre, consigne en tout cas, de ne jamais regarder la dame, vous voyez, qui porte toujours ses voiles lorsqu'elle sort. Elle va lui parler 2 fois, la mystérieuse dame. La première, elle rencontre inopinément la jeune Madame Schmidt dans le jardin. Elle lui dit « Cher Schmidt, il faut que je vous parle ».
Et puis à ce moment-là arrive le monsieur qui interrompt la conversation et ça n'ira pas plus loin. Et puis une autre fois, il se trouve que le comte Vavel de Versay est malade et donc la mystérieuse dame appelle Madame Schmidt et elle lui dit « Le monsieur der R est tombé brusquement malade, aidez-moi à lui préparer une boisson ». Il faut dire qu'elle parlait l'allemand avec difficulté et qu'elle l'écrivait avec beaucoup de fautes d'orthographe. Quand je dis elle l'écrivait, on possède une lettre qui permet de le dire, c'est pas grand-chose. Le 25 novembre 1837, vous voyez qu'on est donc 30 ans plus tard, la dame a pris froid, elle va mourir sans prêtre ni médecin, c'est quand même assez extraordinaire, éveillée seulement par Vavel de Versay. Son enterrement a lieu 3 jours plus tard, mais à 6 heures du matin, et au moment de l'inhumation, le comte ordonne à Schmidt d'ouvrir le cercueil afin que les personnes qui sont là présentes puissent contempler le visage, et on voit une très belle femme d'une 50aine d'années environ. Les autorités vont demander, bien entendu, il y a un enterrement, donc on demande au comte l'identité de cette comtesse des ténèbres, comme on va bientôt l'appeler. Ce n'est pas ma femme, précise le comte, je n'ai jamais dit d'ailleurs qu'elle le fût. Aucun pouvoir sur terre ne me forcera en revanche à dévoiler mon secret que j'emporterai dans ma tombe. Et sur l'acte de décès, on note Sophie Botta, célibataire originaire de Westphalie et âgée de 58 ans. Autant vous dire qu'il n'existe nulle part d'acte de naissance au nom de Sophie Botta. À un médecin qui viendra le voir un jour et qui s'appelait d'ailleurs Hohenbaum, peu importe, le comte déclare « Vous ne pouvez pas avoir idée de la responsabilité que vous auriez encourue si je vous avais conduit auprès de cette dame. » Et lorsque le comte Vavel de Versay va s'éteindre à son tour, le 8 avril 1845, eh bien, on trouvera chez lui un passeport au nom de Leonardo Cornelius van der Valk, qui est fils d'Adrianus et de Maria Johanna von Morzel. En fait, il était né à Amsterdam en 1769. Il avait été pendant un temps secrétaire à la légation de Hollande à Paris. C'est là qu'il avait rencontré un certain nombre de personnes comme Benjamin Constant ou Talleyrand. On perd sa trace en 1801 jusqu'en 1803 où on le retrouve en Allemagne à Ingelfingen en compagnie de la fameuse dame voilée. Et puis tout à coup en mars 1804, le mystérieux couple disparaît. On est exactement au moment de l'arrestation du duc d'Enghien. Et en 1805, fait quand même assez extraordinaire, le couple se rend à Vienne pour rencontrer l'empereur Alexandre de Russie. Vous savez, notre Alexandre Ier dont nous parlions avant-hier à ce micro même. Le 18 mars 1824, le grand-duc Frédéric d'Hildburghausen va délivrer une lettre de protection pour ce couple, ce qui les dispense de toute démarche administrative ou d'enquête de police, c'est quand même important. Et l'on ne peut que se poser la question, qui était cette femme mystérieuse dont le nom ne fut jamais révélé, dont le visage n'a été qu'entrevu par les domestiques et qui a accepté cette vie recluse pendant plusieurs dizaines d'années. Au songe affreux sur Europe 1, extrait d'Iphigénie en Tauride, un opéra de Gluck. Gluck, le compositeur favori de Marie-Antoinette, vous savez. Alors, le fils du pasteur Kuhner, avec lequel le comte avait entretenu pendant très longtemps une correspondance fournie, va écrire un ouvrage. C'est lui qui va appeler cette comtesse étrange la comtesse des ténèbres, et il affirme qu'elle était Marie-Thérèse Charlotte de France, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Est-ce qu'on peut le croire ? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, c'est la journée internationale de la femme. Nous avons commencé par ça. Europe 1 vous propose donc de jouer tout au long de cette journée pour tenter de gagner de nombreux cadeaux. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, Julia ? Eh bien, nous vous proposons de jouer pour un séjour pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles, le Rivabella Talazur de Ouistreham. Ce séjour de 3 jours, 3 nuits en formule escale des Tentes Zen comprend l'accès libre à l'espace marin de ce centre Talazur en Normandie, ainsi que les soins de beauté et de thalassothérapie. Valeur du séjour, s'il vous plaît, 1 800 €. Alors, pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe, c'est histoire, SMS 73921, 65 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 3921, 34 centimes la minute. Histoire au singulier. Au singulier, exactement, merci de la précision Franck. Et nous annoncerons le nom du gagnant ou de la gagnante à la fin de l'émission. Bonne chance à vous tous. L'histoire
l'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec Franck, vos invités sur Europe 1, Jean-Christian, petit-fils, historien, écrivain, auteur notamment d'une biographie de Louis XVI chez Perrin, couronné par plusieurs grands prix littéraires. Et puis avec nous, Michèle Lorrain, elle est présidente fondatrice de l'association Marie-Antoinette. Et vous oubliez notre troisième invitée, Julia, la petite Tara, qui est la petite chienne de Madame Lorrain et qui se promène dans le studio. Elle ne fait pas de bruit, non, elle est gentille. Alors, revenons, si vous le voulez bien, pour essayer de clarifier cette histoire sur le destin de Madame Royale et sur ce qu'on en sait historiquement, Jean-Christian Petit-Fils. On a vu, parce que nous avons fait notre première émission lundi là sur Louis XVII, donc on a revécu la captivité de la famille royale au Temple, bien entendu. Madame Royale, c'est celle qu'on appelle Madame Royale, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, est là avec ses parents, avec sa tante et avec son petit frère. Évidemment, Louis XVI est guillotiné, Marie-Antoinette est guillotinée, Madame Élisabeth le sera aussi, et ne reste que les deux enfants qui sont du reste séparés. Madame Royale, officiellement, si l'on croit l'histoire officielle, est la seule survivante du Temple. Que lui arrive-t-il exactement ? Alors, donc on sait que c'est la première enfant du couple, Louis XVI, fille aînée, oui. Fille aînée, qui naît en décembre 1778, après 8 années de stérilité, ou 7 années de stérilité de Marie-Antoinette, fameux empêchement du roi, et puis la Marie-Antoinette qui voulait s'amuser et pas tellement avoir des enfants. Donc on a parlé de frigidité aussi de Marie-Antoinette. C'est une petite fille au début très gaie, on l'appelle Mousseline la sérieuse, elle est en même temps à la fois parce qu'elle a un côté grave, et en même temps un côté grave. Voilà. Et puis un caractère assez autoritaire, assez bien affirmé, qui ne fera que s'accentuer, surtout quand elle deviendra duchesse d'Angoulême. Mais elle a vécu, en effet, tous les drames de la famille royale, les journées d'octobre 89, l'installation aux Tuileries, où elle est quasi prisonnière avec la famille royale, l'épisode de Varennes, le 20 juin, quand les Tuileries sont envahies par la foulée sans culotte, le 10 août 92, avec la chute de la monarchie, et puis l'internement au Temple. Elle vit pendant un certain temps avec Marie-Antoinette, sa mère, et puis sa tante, Madame Élisabeth, mais Marie-Antoinette est décapitée le 16 octobre 93, et Madame Élisabeth l'est en mai 94, donc elle reste toute seule au Temple. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'elle était isolée et que c'est une jeune compagne, Madame de Chantraine, qui va la prévenir, qui va l'informer de ses malheurs. Elle va arriver le 21 juin 95, quelques jours après la mort officielle de Louis XVII. Et donc c'est elle qui lui dit que toute sa famille, en fait, le décès de tout le monde. Elle s'en doutait sans doute, Madame Royale, non, puisque chaque fois que elle demandait au gardien, il disait ils éludaient la question, quoi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va faire l'objet d'une grande, on va dire, d'un grand accord d'État entre le Directoire, le nouveau régime de la Révolution française, et l'Autriche. Quelle est la nature et la substance de cet accord ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Au cœur de l'histoire. Et dans le cadre de notre semaine mystère d'histoire, nous nous intéressons aujourd'hui à celui de la comtesse des Ténèbres. Alors, Madame Royale est donc emprisonnée au Temple. Elle finit par être seule, évidemment, jusqu'en 1795, à l'été 95. Et là, on va l'échanger. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'empereur d'Autriche, son oncle donc, possède parmi les prisonniers français le célèbre Drouet qui avait reconnu Louis XVI au relais de poste de Sainte-Menehould au moment de ce qu'on appelle la fuite à Varennes. Et donc, on va établir un échange de captifs, c'est-à-dire on renvoie un certain nombre de captifs dont des conventionnels français, et en échange, la République française libère Madame Royale, et pas seulement Madame Royale d'ailleurs, parce que l'empereur d'Autriche demande qu'elle soit accompagnée. Et Michèle Lorrain. Alors, dans les demandes officielles, il est demandé qu'il lui soit adjoint Ernestine, enfin Marie-Philippine Lambriquet, puisque c'est son vrai nom, dit Ernestine. Ernestine était un nom d'une petite archiduchesse d'Autriche, sœur de Marie-Antoinette, morte en très bas âge. Ernestine n'est pas un nom très français. Bon. Et donc, on a fait des recherches et on ne la retrouve pas. Elle est à Paris, mais on ne la retrouve pas. Elle avait été donc, elle n'est pas, enfin officiellement, elle n'est pas du voyage officiellement. Par contre, qui part avec elle 2 voitures. La première voiture, Madame Royale part accompagnée de Méchain, qui l'a fait passer pour sa fille. Donc elle devient Sophie Méchain officiellement. Et elle devient Sophie. Donc on retrouve le fameux nom Sophie comme Sophie Botta, on peut jouer. Madame de Soucy. Parce qu'elle avait demandé Madame de Tourzel, on a refusé Madame de Tourzel. Qui était l'ancienne gouvernante des enfants de France. C'était normal.
Ça a été refusé. Donc Madame de Soucy, parce que Madame de Macot, qui était sa gouvernante à elle, était trop âgée. Et puis vous avez eu Gomin dans la première voiture. Gomin, c'est ce tapissier de l'île Saint-Louis qui était avec l'âne au temple, dans la partie où elle a été libre, enfin, on peut dire libre. Et dans la deuxième, il y aura une deuxième voiture qui arrivera 20 heures plus tard, dans lequel il y a une jeune femme qui porte un nom un peu bizarre qui s'appelle Madame Varenne. Décidément, que de mystère dans cette affaire. Ben oui, et cette femme de charge, c'est curieux. Domestique donc Femme de charge. Oui. Elle est accompagnée aussi du rôtisseur, le rôtisseur du temple et puis un autre personnage, je suis en train de perdre le nom. Et donc, ils arrivent 20 heures plus tard à Huningue. Et Huningue, c'est une ville construite par Vauban qui est complètement fortifiée. On rentre par la porte de France, on ferme la porte de France. Et là, elle est reçue à l'hôtel elle va demeurer à l'hôtel du Corbeau. Et il faut vous dire qu'à l'hôtel du Corbeau, premier étage, l'endroit où elle va demeurer, c'est une chambre. Vous rentrez dans une première pièce et vous avez à côté une pièce qui communique avec toujours cette première pièce, mais on ne peut pas y accéder. Donc quelqu'un peut s'y cacher facilement. Et le soir de Noël, enfin le jour de Noël, 24 décembre, il y aura une jeune femme qui montera avec un pot d'eau chaude et qu'on ne reverra plus. C'est-à-dire ? Elle ne redescendra pas. Ah bon. Donc, alors voilà, là on est tout près de notre énigme. Alors avant ça, que s'est-il passé sur un plan officiel ? Jean-Christian Petit-Fils, évidemment, Madame Royale est accueillie par la cour de Vienne. Oui, alors elle va en effet être accueillie par la cour de Vienne et elle va se sentir assez mal dans cette cour. Pour quelle raison ? Elle a un sentiment d'être prisonnière. Cette cour de François II, elle reproche à l'empereur finalement de s'être pas occupé de ses parents, de sauver sa mère en particulier. Ce qui est vrai, du reste. Ce qui est tout à fait vrai. La cour de Vienne la considère comme un aliment négligeable. Voudrait malgré tout, à un moment donné, lui faire épouser l'archiduc Charles Louis, et elle n'y tient pas du tout. Elle considère que Charles Louis, qui est un bon général, qui a combattu les armées françaises, c'est un ennemi de la France. Donc, elle n'a pas envie de se marier avec lui. Ça aurait été un mariage prestigieux pour elle. Et elle va se trouver donc récupérée par le comte de Provence, Louis XVIII, à ce moment-là, à Mito, où elle épousera en Courlande. Il faut expliquer, en Lettonie. C'est en Lettonie. Donc on s'en va très au nord, là, d'un seul coup. Absolument. Et elle épousera son cousin germain. Alors que fait Louis XVIII à ce moment-là en Courlande ? Enfin, je dis Louis XVIII, il est encore comte de Provence aux yeux de la France. Hein, oui, alors il se considère comme Louis XVIII. Lui, il se considère comme Louis XVIII, bien sûr. Il l'accueille, et puis elle revoit les anciens de la cour de Versailles. Alors, c'est là où, en effet, elle a un comportement un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est quand même assez étrange, parce que même d'un point de vue avant même de parler du mystère, il faut bien comprendre qu'on est en présence de cette fille qui a survécu à tous ces malheurs incroyables, qui a perdu son père et sa mère, évidemment, et sa tante, et qui d'un seul coup retrouve son oncle, qui est le nouveau roi, en quelque sorte, qui lui a toujours, pas toujours, mais qui est parti en exil assez tôt. L'autre oncle, alors lui, monsieur, l'ancien comte d'Artois, lui, il est carrément parti dès le 15 juillet 1789, donc on peut comprendre qu'elle soit quand même assez mal à l'aise dans ce contexte. Et on va lui faire épouser le fils du comte d'Artois. Hein, elle est mal à l'aise, et elle est, en effet, considérée comme une espèce de revenante, donc la survivante du temple, l'orpheline du temple, se comporte de façon sévère, difficile. Elle a un comportement, je dirais pas agressif, mais elle fuit les anciens de la cour. Voilà. Alors on va y venir, et on va arriver bien sûr à notre énigme en tant que telle. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Et je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer avec nous à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Nous vous proposons de jouer pour un séjour pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles le Rivabella Talazur de Ouistreham. Ce séjour de 3 jours, 3 nuits, en formule escale détente zen, comprend l'accès libre à l'espace marin de ce centre Talazur, c'est en Normandie, ainsi que les soins de beauté Thalasso, valeur 1 800 € pour vous. Inscrivez-vous au tirage au sort, envoyez le mot de passe, histoire, au singulier, par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus code à SMS, ou bien vous nous appelez au 39 21.
31, 34 centimes d'euros la minute. Nous annoncerons le nom du gagnant ou de la gagnante à la fin de l'émission. On vous souhaite bonne chance à tous. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous nous intéressons cet après-midi sur Europe 1 à l'énigme de la comtesse des ténèbres, Franck. Alors, évidemment, là où ça devient assez extraordinaire, c'est qu'à partir de Bâle, donc, on a deux hypothèses. Il y a la possibilité que Madame Royale continue, si je puis dire, ou la possibilité qu'il y ait substitution. Expliquez-nous ça, Michel Lorrain, parce que c'est le cœur même de l'énigme, bien sûr. Quand elle quitte Udingue, on passe à Elle Bâle. quitte cette cité fortifiée dont vous parlez. Donc, elle rejoint Bâle, la maison Rébert. Alors, on a le Bâle suisse et on a le Bâle allemand. La maison Rébert est entre les deux. Là, il y a le grand maréchal de la cour d'Autriche qui l'attend avec voiture et choses comme ça. Pour la réception officielle. Voilà. C'est là qu'on peut penser, puisqu'elle rentre dans cette maison qui est prêtée, qu'éventuellement, il y avait les deux. Si on évoque que Marie-Philippine Lambriquet, enfin la fameuse Madame Varenne, qui serait Marie-Philippine qui l'aurait rejoint. Donc, il y en a une qui va... Alors, il faut que vous nous disiez qui elle est, cette Marie-Philippine Lambriquet. Alors, Marie-Philippine Lambriquet est une jeune fille qui a 3-4 mois de moins que Madame Royale. Donc, si on évoque le sujet de la conception, elle serait éventuellement, je dis bien éventuellement, enfin, disons officiellement, elle est fille de Jacques Lambriquet, valet de chambre du comte de Provence, et sa mère, Nicole Lambriquet, est femme de chambre, attachée à Madame Élisabeth. Donc c'est vraiment des serviteurs proches de la famille royale et proches vraiment dans l'intérieur. C'est vraiment les serviteurs les plus fidèles, on peut dire. Et j'évoque une chose, bon, je pense que M. Festifis n'est pas du même avis que moi, mais on va lui demander, hein, mais... Oui, non, mais je le crois, puisque je connais son œuvre. Bon, l'histoire que le roi avait ce problème intime avec la reine, j'en ai discuté avec un médecin chirurgien qui m'a dit il n'a pas eu la fameuse opération dont on parle, c'était simplement qu'il avait le frein un peu trop tendu et qu'en fin de compte, le frein s'est cassé. Mais on a décidé, la famille royale avait décidé de faire un essai hygiénique. Donc, choisir une grande dame, c'était pas question. Et donc, ça aurait pu être l'origine de cette... Parce que Nicole Lambriquet et Jacques Lambriquet sont des gens du même âge que le... Bon. Donc, il y aurait eu un essai... Ce qui veut dire que cette Ernestine serait, quoi qu'il arrive, la fille de Louis XVI. Alors là, du point de vue des études génétiques et de l'ADN, ça va poser un problème. Non, elle serait bâtarde, elle serait bâtarde royale. Alors vous êtes très sceptique, évidemment, Oui, Jean-Christian Petit-Fils. C'est très sceptique. Là, on a l'impression, vraiment une thèse fabriquée, parce que, en effet, si la duchesse d'Angoulême n'est pas Madame Royale, eh bien, c'est donc une femme substituée qui va épouser l'héritier du trône d'Angoulême. Donc, on a fabriqué une thèse, bien sûr, on va dire, voilà, mais non, cette Ernestine Lambriquet, puisque on l'a choisie comme celle qui aurait remplacé l'authentique Madame Royale, eh bien, elle serait de sang royal, elle serait une fille de Louis XVI. Alors, attendez, moi, je trouve que ça va vraiment très loin. Ce serait encore Louis XV, je ne dis pas, mais là, avec le malheureux Louis XVI, qui était confit en dévotion, qui ne voulait avoir absolument aucune aventure hors mariage, et qui a déjà eu beaucoup de mal à avoir un premier enfant avec sa femme. Ça, c'est pour ce qui est... J'imagine pas comment il ait pu avoir faire une fille à la femme de Monsieur Lambriquet. Mais alors ça, c'est de toute façon pour ce qui est de l'identité, enfin de l'origine d'Ernestine Lambriquet. Voilà. Mais ça n'enlève pas, ça ne retire rien à la question d'une éventuelle substitution. Oui. Est-ce qu'au moment de la remise de Madame Royale à Bâle aux autorités envoyées par l'empereur d'Autriche, c'est bien Madame Royale qui monte dans les carrosses de la cour d'Autriche? Ça, c'est la grande question. Pour moi, non. Alors pour vous non et pour vous moi, oui. Bien voilà. C'est ça qui est intéressant. Et là où ça devient assez étonnant, c'est que si c'est Michel Lorrain qui a raison, on comprend qui peut être la mystérieuse voyageuse qu'on retrouvera en 1807 à Hildburghausen. Mais si c'est vous qui avez raison, Jean-Christian Petit-Fils, la question va se poser. Qui est cette mystérieuse voyageuse alors ? Alors,
La comtesse Celle des de Ténèbres. 1807, la comtesse des Ténèbres. Bien sûr. Alors ça, c'est un autre mystère. En fait, c'est quelque chose de tout à fait différent. Je crois qu'on peut pas lier ces deux affaires. Qu'il y ait peut-être des interrogations des historiens au moment de l'échange de Bâle, il y a peut-être des incertitudes, mais c'est pas pour autant que Madame Royale ne deviendra pas duchesse d'Angoulême et que elle ne poursuivra pas moins sa vie à la cour de Louis XVIII et puis plus tard de Charles X. On a beaucoup insisté en disant, regardez, il y a des dissemblances d'écriture entre Madame Royale quand elle était toute jeune et puis la duchesse d'Angoulême. La Duchesse d'Angoulême, pour nos auditeurs, parce que tout le monde n'est pas tout à fait au fait de ces questions, c'est une affaire qui est très simple quand on connaît bien les personnages, mais qui peut devenir compliquée du fait des noms. La Duchesse d'Angoulême, c'est Madame Royale qui a épousé son cousin, qui est devenu Angoulême, donc elle devient la Duchesse d'Angoulême. Ce qui fait que quand on parle de Madame Royale, on parle de la jeune fille qui est la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette tant qu'elle est en captivité au Temple et au moment de sa libération, jusqu'à Bâle. Et puis ensuite, quand elle épouse, évidemment, après, lorsqu'elle va épouser en Courlande son cousin Germain, elle devient la Duchesse d'Angoulême. Donc quand on dit la Duchesse d'Angoulême, c'est la même dont on parle, mais plus âgée. Voilà. Alors que pour ma thèse, excusez-moi, oui. Pour moi, vous avez la Duchesse d'Angoulême et vous avez Madame Royale. Alors là, pour vous, ce sont deux personnes différentes, parce que ce que vous nous dites, c'est que soit à Huning, à Bâle. À Bâle. Donc l'une part vers l'Autriche. Donc celle qui part vers l'Autriche pour vous, ce serait Ernestine Lambriquet. Ça serait Ernestine, bâtarde de Louis XVI. Et l'autre part pour la Suisse. Elle part pour la Suisse au château de Hédègue, qui est un château fortifié très sur une autre colline et qui appartient à la famille Pfiffer. Les Pfiffer étaient les commandants des gardes suisses françaises, enfin gardes suisses attachés, faisant partie des Tuileries. Les gardes, on veut les gardes du roi. Le garde suisse qui ont été massacrés le 10 août. Et il y a une branche des Pfiffer qui est toujours commandante de la garde papale. Et donc, ils connaissaient bien ça. Et pour moi, donc, Madame Royale, disons Marie-Thérèse Charlotte, c'est son vrai nom, restera à Hédègue jusqu'en 1799, où là, elle va être récupérée par Leonardus van der Valk, qui voyage. Le fameux conte que j'ai présenté au tout début de l'émission. Il faut lui donner son vrai nom, parce que Wavel de Versailles, il y a un autre personnage qui est un agent secret, mais qui est assez bizarre, qu'on rencontre de temps en temps. Mais Leonardus van der Valk voyage avec un passeport signé par Monsieur de Talleyrand-Périgord. C'est quand même assez important. Qu'il a rencontré en tant que chef de la légation hollandaise. Et puis ce sont des maçons aussi. Il y a Rouget de Lille aussi qui a été dedans. Enfin, tous ces gens-là, on les retrouve. En tout cas, ce qui est assez fascinant dans ce que vous nous dites, c'est qu'on aurait mis Madame Royale de côté, on aurait mis quelqu'un à sa place pour aller à la cour de Vienne. Mais pour quelle raison ? Alors ça explique. Elle ne voulait pas aller à Vienne. Et elle voulait rester dans l'ombre. Elle avait pas envie de retrouver tout ce faste officiel. Mais ce qui veut dire que peut-être, si je suis votre théorie, ça voudrait dire qu'éventuellement elle n'aurait pas été séparée par ordre, elle n'aurait pas été substituée pour des raisons politiques internationales, mais peut-être pour des raisons personnelles, une décision intime. Bien sûr, elle n'est pas assez religieuse pour entrer dans les ordres comme fera la sœur du duc d'Enghien, la Condé. Mais lui, elle reste dans l'ombre, tranquille. Elle veut être très tranquille. On a quelques mots du Temple où elle demande à rester à la campagne, tranquille, s'occuper des animaux et choses comme ça. Alors, c'est donc une des deux hypothèses. Vous allez voir que Jean-Christian Petit-Fils a une solution pour expliquer, évidemment, le mystère de la comtesse des Ténèbres. On y vient dans un instant. Le récit de Franck Ferrand. Franck qui, dans son récit, tente d'y voir plus clair dans la mystérieuse affaire de la comtesse des Ténèbres. Oui, et j'aimerais vous lire un extrait d'un texte de Jacques Deschêmecker qui, au tout début des années 50, justement, essayait de distinguer les deux affaires. Alors, d'abord, il faut être conscient de l'importance des éléments troublants concernant la personnalité même de la duchesse d'Angoulême. La fille de Louis XVI a toujours déçu ses contemporains, écrit-il. En vain, les journaux de la Restauration parlent-ils de l'auguste orpheline du Temple.
temple. Oui, parce qu'on essayait évidemment de la valoriser en permanence dans cette presse de la Restauration. Non seulement elle révèle un caractère exécrable, mais son attitude vis-à-vis de sa mère est odieuse. Et ça, c'est très important et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus troublant entre nous. Dans ses mémoires, Madame de Boigne raconte que le duc de Cazes, vous savez, qui est l'ami intime de Louis XVIII, vint remettre un jour à la duchesse d'Angoulême le testament de Marie-Antoinette qui venait d'être retrouvé. La duchesse d'Angoulême s'est bornée à le lui rendre en disant qu'elle reconnaissait l'écriture. Vous avouerez que c'est pas dire que ce soit très chaleureux comme attitude. Peut-être aussi qu'elle se protégeait. De Cazes, toujours plein de zèle, lui fit remettre un paquet de facsimilés du testament. La duchesse n'en distribua pas un seul autour d'elle. Le nôtre, notre cher, le pape de la petite histoire raconte, rien à voir avec le jardinier, c'est Gosselin dont je parle évidemment. Théodore Gosselin dit j'ai le nôtre. Il raconte cette incroyable anecdote qui tenait de Maurice d'Ocagne. Alors qu'elle vivait en exil, donc on est là après la Révolution de 1830, quand le roi Charles X a dû partir en exil, elle accueille un gentilhomme qui était venu lui remettre une petite boîte en carton cerclée d'or et qui contenait des cheveux de Marie-Antoinette. La duchesse se borna à lui dire « Mettez ça là ». Le gentilhomme partit, elle cassa la boîte, la jeta avec les cheveux dans le feu, donna le cercle d'or à une petite fille qui jouait près d'elle et murmura « Cette femme-là nous a fait trop de mal ». Ça paraît assez incroyable quand on pense que c'est la fille de Marie-Antoinette qui est censée dire ça. Est-ce là la même princesse qui écrivait des vers naïfs avec une pointe d'aiguille sur le mur de l'antichambre de la prison du Temple, demande le nôtre. Vive ma bonne mère que j'aime bien et dont je ne peux avoir de nouvelles. Il resterait enfin une bien curieuse constatation à faire, nous dit Deschemaeker. Si l'on compare deux portraits de la princesse pris sur le vif à 3 mois d'intervalle, l'un au Temple en octobre 95 et l'autre à Bâle en décembre de la même année, on s'aperçoit avec stupeur qu'il ne s'agit pas de la même personne. Les traits sont fortement dissemblables et le nez droit et fin sur le portrait du Temple est aquilin et lourd sur celui de Bâle. Même constatation pour l'écriture de Madame Royale et celle de la duchesse d'Angoulême. Les différences sont très nombreuses. Différences inexplicables sur les bordereaux de dépenses de voyage du gendarme Méchin qui l'accompagnait, attitude suspecte d'un diplomate toscan, Carlotti, qui surveillait le voyage, refus subit par la princesse d'emmener le trousseau qui lui avait été préparé, peut-être parce qu'il n'était plus à la taille de la nouvelle Madame Royale, si je puis dire. Pour ces historiens, Madame Royale fut internée dans un asile d'où personne n'aurait été la chercher, et puis confiée par la suite donc à ce diplomate hollandais, Van der Valk, dans les conditions qu'on sait puisque nous en avons maintenant parlé. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Ce qui est intéressant, c'est que Deschemaeker, dans cet article, est tout à fait favorable à l'hypothèse de la substitution. Il est convaincu que Madame Royale et la duchesse d'Angoulême sont bien deux personnes. Et pourtant, il nous dit que cela n'a rien à voir avec la comtesse des Ténèbres. Et ça, c'est assez étonnant. Il dit il y a deux faits bien distincts. Il est certain que la comtesse des Ténèbres a existé et qu'un très lourd secret, dont la divulgation eut sans doute entraîné les plus graves conséquences politiques, pesait sur son identité. Mais par ailleurs, nous dit-il, la mystérieuse personne connue sous l'identité de duchesse d'Angoulême il nous dit qu'on ne connaît pas son identité et que par ailleurs, Madame Royale aurait, elle, pu vivre une autre vie et disparaître tout simplement sans pour autant être identifiée à la comtesse des Ténèbres. Alors si je résume toute cette histoire, parce que vous voyez que ça devient quand même un peu complexe, vous avez plusieurs hypothèses. Madame Royale, ça c'est certain, quitte le Temple à la mi-1795. Elle s'en va vers l'Autriche. Et alors, à Bâle, là, plusieurs possibilités. Ou bien c'est bien elle, la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui va jusqu'à la cour d'Autriche et qui ensuite, en Courlande, épousera son cousin Germain et deviendra duchesse d'Angoulême. Ou bien c'est une personne substituée. Peut-être Ernestine Lambriquet, puisque c'est la thèse de Michel Lorrain, qui serait partie pour l'Autriche, puis pour la Courlande, et qui serait devenue la duchesse d'Angoulême. Mais alors, que fait-on de Madame Royale? Que fait-on de la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette? Eh bien, il y a deux possibilités. Ou bien, elle disparaît littéralement dans la nature et l'on perd sa trace, même si un certain nombre d'historiens, notamment des historiens allemands, ont émis un certain nombre d'hypothèses quant à son identité. Ou bien, et c'est la thèse souvent défendue bien sûr, ce serait elle qui, avec Van der Valk, se serait retrouvée en 1807 à Hildburghausen
et serait devenue la fameuse comtesse des ténèbres. J'espère que c'est un peu plus clair, vous voyez que c'est un peu complexe. Alors évidemment, j'ai résumé la situation, je ne vous ai pas donné d'avis personnel, et je vois Jean-Christian Petitfils qui bout sur place parce que lui, il a un avis très clair sur la question, et notamment sur l'identité de la comtesse des ténèbres. L'air des furies sur Europe 1, extrait d'Orphée et Eurydice, Anne Perra, de Gluck. À tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. L'affaire de la comtesse des ténèbres qui fait réagir nos auditeurs, Franck. Oui, alors je ne vais pas vous lire toutes les réactions. Notamment, on me propose un certain nombre d'autres énigmes à traiter, celle de Jean Ier, par exemple, qui nous ramène en plein cœur des rois maudits, etc. Alors, ça fait des idées d'émission, pourquoi pas. C'est Camille qui nous dit, lundi, lors de l'émission sur Louis XVII et la piste argentine, il a été dit que la duchesse d'Angoulême avait gardé toute sa vie un grand secret. Oui, parce que c'est l'une des dernières choses qu'elle dit dans son testament. Si ce n'est pas le fait que Louis XVII soit vivant, ne serait-ce pas à cause de la comtesse des ténèbres, qui serait la vraie fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette? Ben oui, on peut se poser la question, Camille. Très précisément, c'est la question que nous nous posons. Alors, on a bien compris, je crois que je ne mettrai pas nos deux invités d'accord sur l'identité réelle de la duchesse d'Angoulême. En revanche, on va peut-être pouvoir venir à un certain nombre d'idées très précises concernant l'identité de la comtesse des ténèbres. Alors, revenons à notre affaire. On est en 1807 à Hildburghausen. Vous êtes allé, vous, à Hildburghausen, d'ailleurs, Michel Lorrain, oui. Ça ressemble à quoi? C'est une petite ville du cœur de l'Allemagne. Oui, c'est une petite ville charmante, ancienne. La seule chose, c'est que le château, qui était très beau, a été rasé par les bombardiers américains quand ils rentraient d'Allemagne. Ils avaient des bombes, alors on lâchait un petit peu. Oui, bien sûr. Oui. Ça a disparu en 1945, mais c'est une très très jolie ville avec une place à l'ancienne. C'est assez joli. Alors donc, en 1807, arrivent ces mystérieux voyageurs à l'hôtel de la cour d'Angleterre. Ensuite, ils vont aller s'installer dans un château des environs. Couple extrêmement mystérieux. Jean-Christian Petitfils, le moins qu'on puisse dire, c'est que là, le mystère est quand même opaque. Oui, alors on ne sait pas vraiment, on n'arrive pas à déterminer l'identité de cette femme, mais de mon point de vue, ce n'est certainement pas Madame Royale. Je pense, si vous permettez juste une seconde que je revienne sur cette histoire de substitution qui est pour moi du roman, une historienne anglaise, Susan Nagel, a publié une excellente biographie de Madame Royale, dans laquelle elle publie des lettres. Et nous voyons parfaitement que l'écriture de Madame Royale, quand elle était toute jeune fille, et puis celle de la duchesse d'Angoulême jusqu'en 1804, elle nous donne une lettre de 1804, est parfaitement reconnaissable. Donc, allez imaginer qu'une personne substituée ait pu s'efforcer d'imiter l'écriture, ça paraît quand même très gros. D'autre part, et ça sera le dernier argument que j'utiliserai, c'est que tout l'entourage de la cour de Louis XVIII, l'abbé de Hedgevorde, qui a donc été le confesseur de Louis XVI, Fersen, Madame de Tourzel, le valet de chambre, personne n'a émis le moindre doute, même si cette femme déconcerte, même si cette femme déçoit, si elle est revêche, elle est très désagréable, mais personne n'a dit ce n'est pas ce n'est pas la Vous expliquez Madame comment Royale, ce changement de tempérament, vous? Écoutez, la souffrance, la claustration dans le temple, et puis la déception à l'égard des émigrés. Il y a énormément d'arguments qui permettent de comprendre ce changement. Encore qu'elle avait aussi un tempérament énergique, un tempérament de fer. Vous savez la fameuse phrase de Napoléon, c'est le seul homme de la famille en 1815 à Bordeaux. Donc je n'imagine pas une substitution, ça me paraît pas très très crédible. Alors reste ce mystère, c'est autre chose, tout à fait. Vous l'avez parfaitement montré. Moi, j'ai une hypothèse et d'abord une conclusion à partir de ce qu'on peut savoir de la comtesse des Ténèbres, c'est que à mon avis, c'est une femme malade. Il faut pas faire de bruit au château de Heishausen. Le jour de la Saint-Sylvestre, les jeunes du village s'amusent, lancent des pétards. Le comte dit Wawel de Versailles, c'est-à-dire Van der Valk, en fait, est fou furieux. Il écrit à la municipalité alors qu'il s'agit d'une banale manifestation. On sait aussi qu'on allait chercher des médicaments contre l'hystérie à la pharmacie de Cobourg. Donc tout cela montre une femme malade, traumatisée.
Par quoi? On ne sait pas. Ça, c'est ma premier élément. Donc, ce qui expliquerait aussi une partie de son destin. Elle est gardée pas véritablement. Elle est accompagnée de quelqu'un qui dira ce n'est ni ma femme ni ma maîtresse. Et puis, nous trouvons, et c'est l'hypothèse que je suppose, mais il faudra évidemment la creuser, on trouve dans les mémoires de la baronne d'Oberkirch, qui est une Alsacienne, qui est venue à la cour, d'abord à Paris, et puis qui est venue à la cour de Versailles. Magnifique mémorialiste, il faut dire. Tout à fait. Et elle nous parle à la fin de ses mémoires d'une fille inconnue de l'empereur Joseph II, donc le frère de Marie-Antoinette, qui aurait épousé morganétiquement une certaine comtesse Wilhelmine von B, 3 petits points, Esbota, on ne sait pas. Et elle dit, cette femme habite au fin fond du château de Versailles. C'était la propriété de la comtesse de Gramont. Du domaine, elle est sur le domaine en fait. Dans le domaine, c'est très exactement dans la propriété des Moulineaux-en-Bailly, qui avait été occupée par la comtesse de Gramont, une ancienne maîtresse de Louis XIV. Et voilà ce que nous dit la baronne d'Oberkirch à propos de cette petite fille, parce qu'elle a une dizaine d'années à ce moment-là. C'est presque un secret à la cour. Ce qu'il y a de certain, c'est que personne n'en parle. Madame la duchesse d'Orléans l'a su par madame la princesse de Lamballe, qui lui recommanda de ne point l'ébruiter. Nous nous engageâmes au silence. Il a été gardé, j'en réponds. Et elle ajoute, c'est capital, par un hasard assez explicable, puisque c'est la nièce de Marie-Antoinette, cette petite fille était le portrait frappant et calqué de Marie-Antoinette. Alors, on a quelques éléments là qui nous permettent de dire que la ressemblance, c'était l'élément capital dans l'affaire de l'énigme de Eishausen et de oui, si c'est la nièce de Marie-Antoinette, on peut comprendre. Elle vit coupée du monde, elle vivait déjà coupée du monde à Versailles, et on nous dit, Madame d'Oberkirch nous dit que Madame Royale et la reine allaient la voir de temps en temps dans ce domaine des Moulineaux, et puis les armes de France qu'on va retrouver en effet dans la succession de la comtesse des Ténèbres, sur des linges, sur un petit bonheur du jour qui figure au musée de Hildburghausen, se comprennent très bien, évidemment, si elle avait été prise en charge par Marie-Antoinette à la demande de Joseph II, son frère. Ce qui veut dire que si elle est néanmoins très directement apparentée à Marie-Antoinette, les études ADN qu'on est en train de mener là et qui vont bientôt être révélées n'apporteront pas beaucoup de... Probablement. Mais ça ne servira pas à grand-chose. Ça confirmera peut-être cette hypothèse. Oui. Ah bon, vous pensez ça qu'on peut donnera aller un élément jusque-là? Peut-être confirmant cette hypothèse. Vous, Michel Lorrain, vous restez convaincu que c'est bien Madame Royale qui vivait à Hildburghausen. Et d'ailleurs, pendant sa captivité au Temple, vous me lisiez tout à l'heure une lettre qui montrait ce qu'était l'idéal, l'espoir de Madame Royale alors qu'elle était encore captive. Voilà ce qu'elle a écrit. J'entrevois une vie paisible dans la campagne. Je ferme les yeux et je rêve que ma vie s'écoule dans un château solitaire, entouré de personnes fidèles qui m'aiment comme je les aime, où je me promène dans un jardin tranquille en nourrissant mes bêtes, c'est des chats, comme jadis à Trianon. Et les gens que je rencontre ne se doutent pas de qui je suis. Alors nous avons passé cette semaine à essayer de résoudre un certain nombre d'énigmes. Je pense que nous l'avons fait pour certains des sujets, et notamment sur cette affaire des peintures préhistoriques. Je pense qu'on a un avis qui est très convaincant et très fort. Vous avez pu comprendre que sur l'affaire de la comtesse des Ténèbres, nous resterons en partie dans les ténèbres, même si l'hypothèse de Jean-Christian Petit-Fils mérite d'être soulignée, car elle apporte une nouvelle version possible. Merci à tous les deux de nous avoir fait part de vos convictions. Michel Lorrain était venu avec une très importante documentation, comme si nous avions une émission de 10 ou 11 heures devant nous, finalement. Merci beaucoup. Bonjour Elena. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, nous allons parler de vos animaux de compagnie, ces petites bêtes qu'on adore mais qui coûtent parfois très cher. Justement, l'objectif du jour, c'est de réduire le budget. À tout de suite. Bah oui, ça tombe bien, on a un petit chien dans le studio, nous. Oui, tout à fait. Sujet. Il est temps de connaître le nom de notre gagnante Franck, de notre jeu. Il s'agit de Catherine, elle habite à Martignas-sur-Jalles, c'est en Gironde. Et en plus de votre séjour Thalasso, Catherine, vous remportez un coffret de produits de beauté suisse Kirines pour sublimer chaque jour votre visage. Une photo peut-être. Bravo Catherine. Nous nous retrouvons lundi et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Bon week-end Franck à lundi sur Europe 1. 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 Franck à lundi sur Europe 1.